Bien, merci beaucoup. Ça s'entend là. Merci beaucoup, Khadija et le comité d'organisation de ce très beau colloque. Je remercie nos collègues qui sont venus de loin pour lancer cette belle réflexion sur les psychothérapies. Alors, moi, je vais vous parler un peu de l'histoire, finalement, puisqu'on parle beaucoup de psychothérapeute, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un psychothérapeute, c'est d'abord et avant tout un psychologue, puisque le titre de psychothérapeute est désormais délivré conjointement à celui de psychologue dans les universités. Alors, on va repartir un peu sur les grandes dates, parce que finalement, toutes les dates d'évolution de notre discipline sont extrêmement liées à la question de la formation. À chaque fois que ça a bougé en psycho, ça a toujours bougé par rapport au diplôme, à la formation, etc. Et donc nécessairement à l'enseignement de ces différents. Alors, comment on passe? Je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, qu'à dire. La première création de la licence de psychologie date de 1947. Très étonnamment, lorsque l'on demande aux personnes quand est-ce que vous pensez que la licence de psycho a été promue en France, très souvent on nous donne les années 60-70. Or, elle est déjà inscrite en 1947 dans les facultés de lettres. La deuxième date qui nous semble importante, parce que vous allez voir qu'elle va concentrer énormément des problématiques du titre de psychologue et de psychothérapeute, c'est la conférence de Lagache, 1949, à la Sorbonne, et qui pose les bases et les conditions et les garanties d'une discipline qui s'appelle la psychologie clinique, appuyée sur la méthode clinique. Alors, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que cette première ouverture, on va dire, de notre discipline a été notamment faite devant des psychiatres de l'évolution psychiatrique. On y reviendra tout à l'heure. Une autre date importante, c'est le Code de déontologie des psychologues, qui est créé en 1961 par la Société française de psychologie et qui, au départ, est réservé aux membres de la Société française de psychologie. On leur demande d'appliquer dans leur pratique les principes du Code de déontologie. Alors, ce code de déontologie est extrêmement important puisque, en l'absence d'ordre des psychologues, il est notre texte de référence, notamment lorsque, malheureusement, ça se produit, il y a des procès qui sont faits à des psychologues. On s'appuie toujours sur les principes du code de déontologie, qui est régulièrement révisé, donc en 96, 2012 et 2021, vraisemblablement aussi, puisque dans cette dernière mouture du code de déontologie, la réflexion est posée sur la thérapie à distance ou en visioconférence. 1985, ça, tous les étudiants le connaissent ou doivent le connaître, on leur enseigne comme notre date de fondation absolue. C'est à partir de 1985 que le titre de psychologue est enfin défini dans la loi, pose les conditions d'utilisation de ce titre et permet aussi de refermer tout un champ de prise en charge plus ou moins psychologique qui était parfois sujet à caution et qui relevait parfois plus de la secte que de la psychologie. Alors, on nous apprend toujours cette date de 1985, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il ne s'est rien passé entre 1985 et 1990. Pourquoi? Parce qu'en 1985, dans le titre de psychologue, dans la définition en fait de la formation, on est toujours sur cette question de la formation, il était clairement dit qu'il faut un diplôme de haut niveau. Donc, vous connaissez le milieu, vous connaissez l'être humain, tout le monde s'est dit, mais moi, je fais un diplôme de haut niveau, que ce soit à l'université, en privé, etc. Donc, il a fallu attendre 1990, une manifestation des psychologues. Enfin, les psychologues manifestent, attention, danger pour la société, parce qu'on est les derniers vraiment à se mobiliser, pour notamment avoir les décrets d'application du titre de psychologue et surtout spécifier le niveau de formation. En 1990 sort alors une espèce d'inventaire à l'après-vert où on donne toutes les facs en disant c'est les DESS, c'est les masters, pas encore master, mais c'est les diplômes d'études supérieures spécialisées qui sont reconnus comme les diplômes de haut niveau donnant le titre de psychologue. Tout ça, c'est normalisé et aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus des diplômes de haut niveau, ça s'appelle un master et qui délivre un titre de psychologue. Donc, c'est beaucoup moins confus que ça ne l'a été à l'époque. 1991, très rapidement, mais c'est important aussi pour la formation, le temps FIR, qui est un temps de formation accordé aux psychologues titulaires de la fonction publique notamment. Et malheureusement, cette loi a été restreinte en 2012 et qui aujourd'hui ne concerne que les titulaires et qui autorise en fait, qui est une journée que l'on donne aux psychologues pour qu'ils puissent se former ou recevoir des formations ou en donner eux-mêmes et faire différents travaux de recherche. Alors, le temps FIR, c'est aussi souvent remis en cause dans les institutions et c'est assez compliqué parfois. 2010,
enfin le titre de psychothérapeute. Je dis enfin puisque c'est la dernière évolution législative en attendant la prochaine. Du titre donc, de psychothérapeute qui jusque-là n'était pas protégé. Autrement dit, tout le monde pouvait se réclamer de la psychothérapie. Et c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de dérives sectaires que l'on a bien évidemment réglementé cette profession, qui nous a, nous, à l'université, du coup, mis devant ce paradoxe. On forme à la fois des psychologues et à la fois des psychothérapeutes. Alors, il y a eu encore quelques convulsions dans ces histoires de titres de psychothérapeute, puisqu'au départ, les psychologues devaient quand même suivre une formation en psychopatho, etc., pour pouvoir obtenir le titre de psychologue. En 2012, c'est réglé. Les psychologues de la spécialité, de la sous-discipline de la psychologie clinique ont de fait le droit d'être psychothérapeute. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, vous voyez qu'à chaque évolution de la discipline, on retrouve toujours ces grands moments, ces interrogations sur la formation. Alors, chaque évolution de la discipline contient aussi les grands débats, les grands combats auxquels nous sommes tous confrontés et qui, depuis la naissance de la psychologie jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin des temps, puisque tant qu'il y aura des humains, il y aura de la psychologie, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Je tente comme ça marche. La première grande, on va dire le grand lieu de conflit, mais aussi bien évidemment de collaboration, c'est la relation à la médecine. Pourquoi? Parce que le psychologue, tout comme le médecin, se place du côté du soin. Et le soin est donc quelque chose qui, au départ, est légitimement réservé à la médecine. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que Lagache a fait sa première communication, sa conférence célèbre sur la psychologie clinique devant des psychiatres qui ont extrêmement réagi, qui ont montré beaucoup de scepticisme en disant mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle discipline qui ne sert pas à grand-chose et puis surtout, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous aussi avoir des patients. Ce n'est pas possible. Henriet, qui dit « Je ne vois pas bien pourquoi on nous parle de psychologie clinique et non pas tout simplement de clinique psychiatrique. » D'accord? Donc, il y a toujours eu cette tension entre les médecins et les psychologues. Qui a le droit, finalement, de faire du soin et sous quelles conditions? Alors, il y a une affaire célèbre, l'affaire Clark-Williams, en 1950. Voilà. L'affaire Clark-Williams en 1950, c'est l'histoire d'une psychanalyste américaine qui vient en France et qui fait des thérapies avec des jeunes enfants notamment. Et les parents d'un des enfants qu'elle suit en psychothérapie portent plainte contre elle puisqu'ils estiment que le traitement qu'elle délivre à leur fils est néfaste. La justice ne suit pas, mais l'ordre des médecins fait appel et finit par condamner la personne, Clark, donc, pour exercice illégal de la médecine. Cette affaire a fait grand bruit dans la communauté des psychologues, puisque à partir de là, il a fallu redéfinir à nouveau ce qu'était la formation et la légitimité des psychologues. Donc, vous voyez, on est bien en amont du titre de psychologue, mais c'est cela aussi qui a nourri tous les débats qui animent notre profession. Donc, cette affaire est très célèbre parce qu'elle a toujours posé la question de la subordination de la psychologie à la médecine. Je vous rappelle que nous sommes encore dedans puisque c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, que s'est-il passé avec le remboursement des séances de psychothérapie par les psychologues? Aujourd'hui, c'est sur prescription médicale. Donc, la question du travail du psychologue sous prescription des médecins a toujours été un problème, l'est encore et le sera toujours. Toujours avec les questions de légitimité et de soins. Revenons maintenant à la deuxième difficulté peut-être de notre profession, c'est l'organisation justement de cette profession. Aujourd'hui, on parle de doctorat d'exercice. Alors pour être rapide, le doctorat d'exercice existe dans les pays anglo-saxons et au Canada et constitue finalement aussi une mise à niveau et à égalité avec les médecins. Ce qui explique aussi peut-être les réticences pendant longtemps des médecins, c'est qu'eux ont un doctorat de médecine, les psychologues ont bac+5. Donc, l'idée d'un doctorat de médecine, c'est aussi de pouvoir être à niveau pour collaborer. Qu'est-ce que ça a donné au Canada? Ça a donné un renforcement de la profession de psychologue, une légitimité accrue auprès des médecins et une mise à égalité. Donc, le doctorat d'exercice est en discussion en France. Donc, vous savez comment on est en France, on discute beaucoup et un jour, on décide. On n'en est pas encore à décider. Donc, pour l'instant, on discute et vous savez comment on discute, c'est je suis pour ou je suis contre. Voilà. Donc, on a un peu de mal finalement à en voir les tenants et les aboutissants. Mais cette question du doctorat d'exercice est liée à la légitimité aussi médicale. On a le Conseil de l'ordre,
des psychologues, qui est là aussi un serpent de mer. Ça fait, moi, depuis que j'ai commencé mes études de psycho, ça fait déjà bien longtemps, j'en entends parler depuis toujours. Donc, l'ordre des psychologues, mais vous voyez finalement, avec le doctorat d'exercice et l'ordre des psychologues, si on essaie aussi d'avoir la même structure que les médecins, c'est-à-dire des diplômes et un ordre qui viendrait réguler les pratiques des professionnels. Donc, l'ordre des psychologues, on en a beaucoup discuté et on a tous appris, avec un peu de surprise, qu'en 2021, une proposition de loi pour créer un ordre des psychologues a été déposée à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait eu énormément de discussions. Donc là encore, hein, mobilisation, on va voir ce que ça donne et on va voir si ça passe. Mais vous voyez, c'est vraiment un point d'achoppement, de discussion de nos pratiques. Alors, quels sont les arguments anti et pour? Alors, pour, je vous l'ai dit, ça montre une organisation de la profession. Ça exige aussi, du coup, lorsqu'il y a un ordre des psychologues, d'être bien d'accord sur les principes de la formation des dits psychologues. Et ça permet aussi de réguler des pratiques qui seraient déviantes. Qu'est-ce que nous disent les contre l'ordre des psychologues? Oui, mais c'est du flicage. Donc, vous voyez, on est tout le temps dans cette idée de on est surveillé, on est libre en tant que psychologue, mais on ne l'est pas parce qu'on nous flique. Et donc, c'est des débats qui ne sont pas finis. À mon avis, je ne sais pas si cette loi passera, mais je pense qu'il va y avoir un certain nombre de manifestations bientôt. L'harmonisation européenne des diplômes aussi, il existe aujourd'hui une certification européenne pour pouvoir travailler en tant que psychologue au sein de n'importe quel pays européen, en déposant un dossier, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, dans une institution, je ne sais plus quelle est la personne, enfin qui s'en occupe vraiment, mais il faut déposer un dossier particulier pour avoir le droit d'exercer dans n'importe quel pays d'Europe. Donc là aussi, en fonction de la formation. Et c'est toujours ça qui est difficile, en fait, pour délivrer on va dire une espèce de validation pour tout le monde, il faut que tout le monde ait eu les mêmes formations. Or, c'est loin d'être le cas chez nous. Donc justement, l'homogénéisation des formations est une vraie problématique puisqu'on a beau avoir une licence à peu près générale, définie à peu près généralement, dans toutes les facs de psycho, on n'a pas du tout les mêmes formations ensuite, ni à la psychopatho, ni à la psychothérapie. Donc ça devient plus compliqué, effectivement, de pouvoir homogénéiser la profession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le manque aussi d'homogénéisation de la profession? C'est les querelles de chapelle. On passe notre temps à dire ma thérapie est mieux que la tienne, ma pensée est plus valide que la tienne, etc., etc. Donc, on est vraiment encore dans des combats. Et vous voyez, c'est toujours finalement, on semble être des personnes raisonnables, on discute, on argumente, etc. Or, on est dans des conflits souvent très violents. Parce que derrière, il y a aussi une question de légitimité des pratiques de chacun. Donc, est-ce que j'ai encore... C'est dans l'autre sens, excusez-moi. Organisation de la profession, c'est fait. Difficulté d'homogénéisation aussi. Donc, le problème que l'on a, par exemple, nous qui délivrons conjointement en tant que prof à l'université, le master de psychologue et psychothérapeute, quelles approches choisit-on pour donner à nos étudiants? Bien sûr, en leur expliquant que c'est nous qui avons raison, mais j'imagine que dans chaque diplôme différent d'université, vous aurez le même discours. Nous, on a la vraie connaissance. Donc, vous voyez aussi toutes ces querelles intestines entre les psychologues empêchent peut-être cet effet d'homogénéisation. L'homogénéisation est-elle la panacée? Je ne crois pas non plus, parce que c'est aussi parfois des injonctions d'un certain type de pensée, comme le disait très bien Antoine, et d'imposer aussi une forme de contrôle social de ce qui doit être fait. Toujours est-il qu'on est dans le cloisonnement, toujours est-il que la plupart des étudiants, alors soit le font d'eux-mêmes, soit c'est encore pire que tout, ce sont leurs enseignants qui leur disent d'aller faire des formations après le master 2. Autrement dit, vous galérez 5 ans, voire plus, pour avoir un titre de psychologue, un titre de psychothérapeute, et à la fin, on vous dit, bah, finalement, vous ne savez pas, en fait, si vous continuez. Donc, ensuite, on a énormément de diplômes universitaires de médecine. Il y a très peu, en fait, de formation initiale qui forment à la psychothérapie. Beaucoup sont des formations post-diplôme. Donc là aussi, on retrouve cet effet de cloisonnement, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des diplômes universitaires partout, donc on va aller se former à la TCC, à la systémie, au transculturel. Enfin, je ne fais pas la liste pour vexer personne, mais vous voyez, on est encore dans cet effet de cloisonnement, avec l'idée que je réfute absolument, je vous le dis très clairement, mais ça, c'est ma position, qu'on ne serait pas capable, à l'issue de 5 ans d'études, de faire de la psychothérapie en libéral. Bah, à ce moment-là, pourquoi on les forme? Moi, je forme des étudiants, y compris à la psychothérapie. Donc, je vous ai remis un petit peu finalement ce que c'est que la psychologie et la formation. C'est depuis comme toujours
entre la loi, entre les débats, entre la colère et entre le cloisonnement, une position que les psychologues doivent finalement construire leur pratique autour de ça. Alors pourquoi ça m'agace quand on dit que quand on est formé à la fac, on ne sait pas faire des psychothérapies en sortant? Parce que, regardez, tout de même, le nombre de psychologues, 70 790, hein, donc la concurrence est rude. Nous sommes le pays européen où il y a bien évidemment le plus d'étudiants en psycho. Et de mémoire, je crois que les étudiants en psycho représentent entre un tiers et un quart de tous les étudiants de psycho d'Europe. Donc, les psychologues sont majoritairement en France, 70 000. Hein, et libéral mixte, 35%. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près un quart des gens qui viennent de terminer leur Master 2 s'installent comme psychothérapeutes. Alors, je sais, on ne va pas être d'accord, on va discuter. Oui, mais ils ne savent pas. Alors, ça veut dire quoi savoir? Parce qu'il y a deux choses. Soit on a acquis des connaissances, un savoir-être dont Khadija Charaoui va vous parler tout de suite, auquel cas on est apte à faire des psychothérapies, soit on ne l'est pas. À ce moment-là, pourquoi la fac délivre un titre de psychothérapeute? Donc, il faut être cohérent, en fait, dans nos formations par rapport à ce qu'on attend des étudiants. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se former, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir, etc., etc. Mais en tout cas, c'est une vraie problématique parce que beaucoup d'étudiants, finalement, s'inhibent. Hein, je sais qu'il y a mes collègues, notamment, qui ne sont pas d'accord. Ils me disent « Ah, mais si, mais après un Master 2, on n'est pas mûr. » Bah, on les mûr quand, alors? À la retraite. Donc, il y a bien un moment où il faut aller bosser. Donc, le libéral est une problématique hein, que nous devons prendre en compte, sachant qu'à peu près 25% des personnes s'installent en libéral juste après leurs études. Et c'est encore augmenté depuis le Covid, puisqu'il y a une énorme demande sociale de psychologues. Donc, ça tombe bien, on est 71 000 bientôt, mais pour l'instant, tout le monde a du boulot. Alors, j'en finirai pour passer la parole à Khadija. Justement pour ces réflexions sur la psychothérapie. Alors nous, on ne forme pas aux psychothérapies, on va dire au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée-là aussi très dangereuse dans notre profession qu'il s'agit de technique. C'est facile en fait, il suffit d'avoir un truc, on a la recette, on applique, on fait, le patient est guéri, c'est super, tout le monde est content. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce que la psychothérapie n'est pas une affaire de technique. C'est bien pour ça qu'on met 5 ans à former des personnes plutôt au savoir-être qu'au savoir-faire. Le danger de considérer les psychothérapies comme des techniques, c'est que du coup, le psychologue n'existera bientôt plus. C'est facile, en fait. On fait une formation de 3 semaines, on est formé une technique, on l'applique et c'est fini. Or, le psychologue, déjà, Lagage définissait ce qu'était un psychologue idéal, travaille avec sa personne. Former aux psychothérapies exige un choix. Vous savez qu'il existe actuellement plus de 400 types de psychothérapie, donc à laquelle ou auquel on décide de vous former. Donc c'est un choix qui est parfois idéologique ou pas. Donc on ne peut pas former aux psychothérapies au pluriel. Ça ne veut rien dire. C'est un inventaire à l'après-vert. Et puis nous, on se marre hein, avec Antoine très souvent en tant que directeur de labo, on reçoit régulièrement des demandes de venir exposer une nouvelle thérapie, parce qu'il y a régulièrement des gens qui trouvent de nouvelles thérapies et qui ont bien sûr besoin d'un label universitaire pour les valider. Et au miracle, on en rigole suffisamment, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est une thérapie qui décide de prendre en compte et de lier ensemble en fait la pensée, le comportement et les émotions. Excusez-moi, ça s'appelle la psychothérapie depuis toujours. Donc vous voyez, cette idée d'avoir une technique spécifique permet aussi d'avoir des copyrights et donc de l'argent. Donc l'idée, c'est que nous, on forme à la psychothérapie, c'est-à-dire quelle est la personne qui va appliquer, et donc c'est plus une question de savoir-être que de savoir-faire. Et donc, le risque de rester dans des cloisonnements thérapeutiques est un risque de confusion de la pensée. Nous, on est dans l'idée qu'on forme des psychologues idéaux. Et je vais passer la parole à une psychologue idéale, qui est Madame Khadija Charaoui.